J'inviterai maintenant M. Léo Saint-Onge. Alors, bonsoir, M. Saint-Onge. Est-ce que vous représentez un groupe, une association? Oui, je représente l'Agence des pêches Mamou-Inukjuat, l'Agence des pêches autochtones. Madame Paul, Monsieur Ménard, bonsoir. Je viens pas présenter mon mémoire, mais je vais déposer un mémoire de l'agence et on se garde le droit de rajouter des rajouts suite aux nouveaux ouvertures annoncées de ce matin. L'AMIC représente 7 communautés Innu longeant le fleuve Saint-Laurent de Issipit, Pessamit, Ouachat, Maliotenam et Equanjit, Notashquan et Onemanchipo et Pakwashipi. L'AMIC aussi est représenté par des coordonnateurs de pêche autochtones et aussi notre Assemblée générale est conçue de chefs de communautés. L'agence a alors 4 directions en telle. On travaille beaucoup sur l'environnement, au niveau des recherches et développement, gestion des pêches et de la ressource, et une partie au niveau de la négociation à ce qui a trait aux droits autochtones. Ce soir, nous voulons parler de notre inquiétude sur ce projet de développement des hydrocarbures. Et nous avons beaucoup à craindre à l'avenir de ces projets. Nous autres, on appelle ça des projets de grande envergure et démesurée. Je dirais démesurée. Pourquoi démesurée? Entre autres, nous sommes dans le nord. Il y a beaucoup de glace. Ce serait pas comme des projets autres, comme dirais-je, où il y a des pays chauds qui prend le pétrole. Il y a beaucoup de lacunes aussi, entre autres au niveau de la transparence au niveau des études. Là, c'est sûr que vous avez donné un axe de temps ce matin parce que en écrivant le mémoire, nous n'avions pas ce délai. C'est trop de délais disponibles. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup de lacunes à ce qui a trait à la transparence au niveau des documents qui étaient déposés, au niveau des études, leurs publications. On les a lus, puis c'était une critique qu'on voulait faire, mais vous nous l'avez enlevé. Merci d'ailleurs de nous donner une quinzaine de jours après le dépôt des autres études. Probablement, on va renforcer notre mémoire aussi. Pour nos communautés, je pense que la plus importante des communautés pour nous, qui est réelle, c'est la pêche. La pêche, c'est une pêche qui est quasi la seule au niveau financier qui est stable dans nos communautés autochtones. En sachant que des projets qui ont été faits comme Romaine étaient partiels, des projets partiels, des coûts d'argent, sauf que après aucune retombée économique il reste, tandis que la pêche dans nos communautés, elle est très présente. D'ailleurs, toutes nos communautés ont leur pêche dans le domaine, soit le crabe ou d'autres espèces. Dans le mémoire, c'est indiqué
Dans le mémoire, vous allez voir que c'est vraiment indiqué quelle pêche qu'on fait. Aussi, nous croyons que la capacité du Québec en tant qu'un déversement, nous ne croyons pas que le Québec a une capacité d'aller nettoyer un gros déversement hydrocarbures. Pour nous, vers l'île Anticosti, que ce soit, on parle Oildari pour d'autres places, un gros déversement nous amène à imaginer en hiver les glaces qui flottent avec du pétrole dessus. On se demande comment est-ce qu'on ferait pour aller essayer de ramasser ce déversement-là qui irait un peu partout selon les vents dominants. Je pense que le Québec n'a pas de capacité, on n'a pas la capacité nécessaire de se mobiliser vite pour un grand nettoyage. Faut pas oublier aussi, nous vivons sur la côte. Que ce soit allochtones ou autochtones, nous nourrissons de la mer. Ceux de la Beauce-Côte-Nord, tout le monde se nourrit de la mer. Son importance est là, est encore viable. Je pense que le Golfe et le Saint-Laurent est encore à l'état pur. En regardant les autres côtés du Pacifique qui sont très pollués, et si tu regardes le Midwest qui est déjà pollué, qui a plus de poissons là-dedans, il nous reste le Saint-Laurent à sauvegarder pour les générations futures. Pour nous, c'est une grande importance de la garder comme patrimoine pour l'avenir, pour les générations futures, et de la garder propre. Ça, c'est une importance primordiale pour les Autochtones, et je pense aussi pour les Allochtones aussi qui vivent de la pêche, qui vivent de la chasse. Beaucoup de personnes y vivent de cette ressource. Je pense que il y a des choses vraiment étranges qui se passent dans qu'est-ce qu'on essaye de faire. Avec des revues de presse qui nous mentionnent que le gouvernement du Québec veut émettre ses projets de loi avant 2016 sur les hydrocarbures. Il nous reste 1 mois et demi à faire ce travail pour recommander le ministre. Mais déjà 2016 approche aussi à très grands pas. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Tu sais, c'est vraiment c'est là qu'on a des problèmes, on a de la misère à comprendre. Tu sais, il y a un bord, on dépose des mémoires, ils nous redonnent un autre 2 semaines. D'un autre côté, le Conseil des ministres veut prendre déjà de l'avance avec un projet de loi sur les hydrocarbures sur 25 ans. Tu sais, je pense que on se fait pas écouter. Tu sais, nous croyons que le Golfe, comme je disais tantôt, pourrait être un patrimoine pour les générations futures. Dans le mémoire qu'on présente, vous allez voir la méthodologie qu'on a pris, tout ce qu'on a essayé de faire, travailler vite, faire des lectures. On était beaucoup de personnes qui ont touché à ce mémoire pour qu'on puisse la déposer aujourd'hui. On l'a terminé aujourd'hui, mais tout en nous annonçant qu'on aurait pu extensionner, avoir plus de jus dans notre mémoire. Sauf qu'on vous la dépose ainsi,
mais toujours en gardant un droit d'y faire des modifications nécessaires. C'est ce que j'avais à dire. Absolument. Et vous avez rentré pile dans. Merci pour d'avoir respecté le temps alloué. Puis en même temps, je rappelle à tout le monde que en tout temps, vous pouvez faire des corrections au mémoire qui est déposé, hein, parce que la date limite n'est pas encore arrêtée. Puis une fois que la date, la dernière étude va être déposée, vous avez un autre 15 jours pour vous permettre de corriger s'il y a lieu. Donc, je vous remercie. Maintenant, avant, on a probablement quelques petites questions. Madame Paul. Oui, j'aimerais que vous nous disiez, autour d'Anticosti, qu'est-ce que c'est la fréquentation pour vos communautés au niveau de la pêche commerciale? Est-ce que c'est un secteur que vos membres fréquentent beaucoup? Puis quelles espèces sont surtout recherchées? La pêche au crabe est très pêchée. Le flétan aussi. Le flétan, le turbo, il y a aussi le homard qui est pêché par nos communautés. J'ai des pêcheurs derrière moi qui pourraient mieux répondre à ça, sauf que il y a de la pétanque. Puis on pêche autour de l'île. Vous pouvez vous approcher pour parler au micro, parce que ça va être enregistré. Ça va être facile comme ça. Donc, vous êtes monsieur? Je suis monsieur Guy Vigneault, commandant des pêches des Coinchit, à Mingan. Bienvenue. Moi, je fais la pêche depuis 33 ans, autour d'Anticosti, du côté nord, du côté sud d'Anticosti. J'ai fait le homard, la pétanque, le crabe des neiges, un peu de flétan. Ça fait que je pense que je suis quand même un des membres assez affectés par ce projet-là, avec des grosses craintes par rapport à ce projet-là. Fait que c'est ça qu'on veut essayer de déposer, qu'on est craintif. Je suis aussi président de l'Association portuaire de Mingan. Puis, on n'a pas aucune infrastructure par rapport à aucun déversement, minime soit-il. On a parlé de Havre-Saint-Pierre qui a déjà eu un petit déversement de rien, puis ça a pris comme 3 mois avant de récupérer les partiels de pétrole. À cette île, ça a été pareil, parce que j'ai même aussi participé avec mes bateaux pour pouvoir aller récupérer puis qu'on n'est quand même pas assez formé pour ça. Fait que en gros, c'est ça notre inquiétude. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Ménard. Monsieur Saint-Onge, merci pour vos propos. J'avais juste une petite question. Les communautés autochtones que vous représentez et qui sont impliquées dans les activités de pêche, est-ce que à l'occasion, vous avez l'occasion de discuter de ce type d'enjeu-là, par exemple des risques pour eu égard au déversement, avec d'autres communautés autochtones autour du pourtour du Golfe, par exemple, qui peuvent impliquer d'autres provinces, ou juste voir la manière dont vous établissez peut-être des discussions avec d'autres? Oui, lors de la dernière conseil d'administration, c'est là qu'il a été décidé de déposer un mémoire. D'ailleurs, le travail au niveau des chefs il y a un moratoire qui a été déposé avec les Micmacs, les Malécites et les Inuits, qui est inscrit ici aussi. On travaille dans l'ensemble, on se tient au courant, puis on travaille ensemble, que ce soit les Micmacs ou que ce soit les Malécites. Au niveau des chefs, déjà des moratoires qui ont été déposés. Et c'est pas la première fois qu'on dépose des mémoires aussi. Merci. Merci, M. Ménard. Je reviendrai sur une petite question. Quand vous parlez, là, on n'a pas assez d'infrastructures pour nous permettre de faire face à un déversement. Est-ce que vous avez pensé à un mécanisme qui pourrait... avez-vous des idées par rapport à ça? Sérieusement, j'ai aucune idée. J'ai regardé le déversement qu'il y a eu à cette île, tout le tralala qui s'est passé autour du déversement. Encore aujourd'hui, on peut constater qu'il y a encore des résidus.
parce que mon équipe d'environnement travaille au niveau des austérés. Regarde, quand on bouge le sol, il y a toujours des effets de couleurs qui sortent, là, qui probablement c'est du pétrole qui en sort. C'est après 2 ans. Je vois pas aucune manière que le Québec aurait. On n'a pas beaucoup ici au Québec. Je pense pas qu'on est équipé d'entreprises de grande envergure pour faire face à un déversement. Tu sais, on en regarde un peu aussi le déversement qui a été légalisé à Montréal, les 8 milliards de litres. On en regarde la TV aussi, tu sais, ça n'a pas été contrôlé. Ils ont essayé de le contrôler, ils n'ont pas réussi à le faire jusqu'à aujourd'hui. Tu sais. Je pense que c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas les capacités nécessaires. Merci beaucoup. J'inviterai Mme Émilie Paquette. Bonjour, M. Gélineau, c'est-à-dire bonsoir. Oui, bonsoir, M. Fortin. Oui, est-ce que vous représentez un groupe? Je représente la Société Vaincre la pollution avec Daniel Green et Anne-Marie Saint-Cerny. Je représente aussi, je suis porte-parole régional, je suis dans le CA de Fondation Rivière. Et bonsoir, M. Ménard. Or, vous doutez bien qu'on est contre l'exploitation du pétrole. Mais après ma barre, j'aurais tendance, premièrement, à répondre à une de vos questions au niveau des carences de connaissances que nous avons au niveau du Golfe. Or, ces carences-là, le fédéral joue un rôle important dans ces carences-là parce qu'on connaît tous le passage malheureux de M. Harper au sein de l'appareil gouvernemental fédéral et toutes les coupures au niveau scientifique qu'il a fait. Alors, tout ça, c'est résulté par un peu comme un aveugle qui se promène avec son bâton, puis qu'il se fie au son qu'il va entendre lorsque la lumière va changer. Malheureusement, le gouvernement a coupé là-dedans. On se retrouve avec des carences telles que les derniers inventaires qu'il y a eu, même au niveau du phoque, ça date d'à peu près 2008. Donc, aujourd'hui, on ne sait même pas où on s'en va dans une période où les changements climatiques amènent des changements radicaux au niveau de la colonne d'eau, au niveau des courants de surface. On sait, par exemple, parce que ça a été documenté par l'Université du Québec, on sait qu'il y avait 75% d'entrée d'eau froide qui rentrait dans le détroit de Belle-Île et qui pénétrait dans le Golfe, dans la période où le Golfe était en bonne santé. Les changements climatiques au cours des dernières années ont inversé cette tendance-là. On se retrouve maintenant avec 50% d'entrée d'eau froide et 50% d'entrée d'eau chaude émanant du Gulf Stream. Alors ça a amené des changements physico-chimiques extrêmement importants, considérant que les organismes qui vivent dans le Golfe Saint-Laurent ont été habilités à vivre dans une eau très oxygénée, très froide, donc ils changent le parcours migratoire. Et la seule façon qu'on est en mesure de juger de ça, il faut aller sur l'île Bonaventure où on a une régression des populations d'oiseaux de fous de bassin parce qu'ils sont obligés de partir de l'île Bonaventure pour aller se nourrir sur la côte nord, notamment à Longue-Pointe-de-Mingan et tout le long de la côte, parce que leur proie de prédilection, qui est le maquereau et le hareng, ont changé. Ils ont changé de direction parce qu'ils sont plus habilités de vivre maintenant dans des eaux trop chaudes, anoxiques. Parce que c'est aussi un problème. Il y a des changements chimiques importants dans le Golfe Saint-Laurent, anoxiques, et aussi acidifiants. Donc, l'eau est en train de s'acidifier. Le vecteur commun à tous ces changements physico-chimiques, océanogalactiques, en fait, parce que c'est à la grandeur du monde, c'est le pétrole. Les carburants fossiles. Le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat est venu nous dire qu'il faut changer nos façons de faire, nos façons de vivre même. Radicalement et rapidement. Le Fonds monétaire international est venu nous dire la même chose. On est loin des groupes écologistes, là. On est rendu avec des organismes qui autorégulent mondialement le flux monétaire, qui viennent nous dire qu'il faut arrêter de puiser dans le sous-sol du pétrole. Je vais passer le fait aussi que le pape est venu nous dire la même chose. Quoi qu'il en soit,
on s'apprête maintenant à emprunter, à avoir des choix. Vous avez une responsabilité extrêmement lourde à l'entour de la table ici ce soir. Et je pense que l'avenir des communautés humaines et animales dépend beaucoup des décisions qui vont être prises ici ce soir, parce que le golfe Saint-Laurent est en très piteux état. J'irai à l'encontre de ce qu'on a dit précédemment. Le golfe n'est plus l'ombre de ce qu'il était. Comment j'en arrive à ces conclusions-là? Moi, j'ai travaillé tout près de 25 ans avec la station de recherche à Longue-Pointe-de-Mégan. J'ai fait l'inventaire des mammifères marins dans la région aussi, dans la baie de Sept-Îles. Et on a vu des changements. J'ai arrêté, en fait, entre 1997 et 2010, j'ai fait des inventaires. J'ai arrêté en 2010 parce que là, ça coûtait plus cher que ce que ça pouvait rapporter en données. Alors, il y a eu des changements extrêmement rapides au cours des 8 dernières années, surtout. Et tous les gens qui côtoient le golfe vont vous dire la même chose, incluant les pêcheurs. Or, tous ces changements-là ne sont pas étrangers au fait qu'on est rendu addict au carburant et on s'apprête à emprunter maintenant avec le gouvernement Couillard la direction du pétrole. Même ouvrir le pétrole de l'Ouest pour l'acheminer des marchés de l'Atlantique par l'intermédiaire du Québec. Ça, c'est extrêmement inquiétant. On est rendu dans des pétroles aussi, au niveau de l'exploitation au Québec, des pétroles qu'on dit non conventionnels, qui coûtent extrêmement cher à exploiter. Les États-Unis ont emprunté cette voie-là il y a quelques décennies et se retrouvent avec énormément de problèmes un peu partout sur le territoire. Il y a 500 000 puits, je pense, ou à peu près, et avec des contaminations extrêmement importantes. L'agence américaine est venue dire aussi que ce type d'exploitation-là, avec l'impossibilité de circonscrire les émanations parce que c'est dans des sols carbonés, souvent karstiques ou qui sont très fissurés, il y a 20 à 30 de gaz, de pertes à l'intérieur du massif géologique puis des installations d'exploitation. Lorsque le gaz remonte, prend de l'expansion, ils perdent jusqu'à 20 à 30 de gaz et c'est du méthane qui est 20 à 21 fois plus réactif que le CO2 au niveau de l'atmosphère. Donc, il nous dit que c'est une exploitation qui est aussi dommageable que si c'était du charbon. Malgré tout ça, il y a quand même des influences importantes, notamment les grosses minières. Vous parliez du marché. Le marché, il est là. Il est en mutation extrêmement rapide. D'ailleurs, on sait les minières ainsi que les alumineries, on va appeler ça la grosse industrie, savent pertinemment qu'il y a des mesures coercitives qui s'en viennent s'ils ne changent pas le cap à 180 degrés et ils ont emprunté cette voie-là du changement. Il y a des projets en ce moment qui sont sous étude ou en mutation, qui sont en émergence, notamment le gisement Bouc, où c'est probablement le gisement le plus avancé au Québec, qui va probablement être le premier à être exploité. Et on n'a pas besoin de tuyaux ici à 1 milliard de dollars pour apporter le gaz ici, parce que de toute façon, on va venir par des navettes. Il va y avoir une usine probablement de liquéfaction qui va se trouver à quelque part dans la baie de Gaspé. Il va y avoir des navettes pour alimenter le marché nord-côtier. Alors, je ne pense pas que les minières, en ce moment, aient besoin d'avoir des recommandations des chambres de commerce ou des organismes économiques de la région, parce que de toute façon, on parle d'un marché international qui, on a très peu d'influence là-dedans. En même temps, on oublie souvent qu'il y a d'autres formes d'énergie. D'ailleurs, il y a une industrie qui, probablement, qui va s'implanter prochainement à Pont-Cartier, qui, elle, va miser plus sur la biomasse. Alors, on voit que lorsqu'on parle d'énergie fossile, on sait ce qui s'en vient, on est tiré de l'élastique. Je ne crois pas qu'on va être quelques décennies. D'ailleurs, on n'a même pas le temps de ça. On n'aura jamais quelques décennies devant nous autres pour changer à 180 degrés notre façon de vivre. C'est pas vrai que dans 20 ans d'ici, il va y avoir encore du pétrole parce que de toute façon, on n'existera plus. Ce ne sera pas radical de même, mais les changements, de toute façon, vont être tellement avancés qu'on n'aura plus aucun contrôle sur ce qui va se produire. Donc, je reviendrai sur le fait que l'exploitation du pétrole, avec ce qu'on s'apprête à faire présentement, on va créer une surproduction. Vous savez tous ce que ça veut dire, surproduction de pétrole. D'ailleurs, il y a déjà surproduction de pétrole en ce moment en Arabie Saoudite.
il y a des conteneurs de pétrole qui traînent dans des baies parce qu'il n'y a plus de stockage terrestre. La plupart des pays industrialisés sont parvenus à leur maximum de stockage terrestre au niveau des hydrocarbures. Et là, on ne sait plus où le mettre. Alors ça crée une surproduction qui fait en sorte que le prix du baril de pétrole oscille entre les 20 et 40 $. Donc, est-ce qu'on va être capable, d'ailleurs aux États-Unis, c'est un problème qui est en train de poindre, est-ce qu'on va être capable de soutenir l'exploitation d'un pétrole non conventionnel à des prix semblables? Je ne crois pas. C'est une simple logique comptable. Mais c'est surtout le fait qu'on va entretenir ça, nous autres, ici, en augmentant l'offre, plutôt que laisser aller les choses, parce que pour être capable, demain matin, de faire une mutation au niveau de l'énergie dans l'économie, il va falloir laisser les énergies vertes émerger. Et pour ça, ça va prendre un baril qu'il va falloir qu'il augmente de dollars. Parce que tant et aussi longtemps que le baril va être aussi bas, l'émergence des véritables énergies vertes va stagner. Donc, il y a déjà des solutions en ce moment. La technologie est là, on le sait, Toyota, Honda, la plupart des parcs, des fabricants de véhicules automobiles ont déjà des véhicules qui attendent en ce moment, que ce soit électrique ou à l'hydrogène, de rentrer sur le marché. Mais avec un pétrole trop bas, très difficile. Il y a des initiatives intéressantes dans les villes, certaines villes américaines qui donnent des subventions puis qui, pour l'achat de ce genre de véhicules-là, et qui mettent des stations de recharge électrique et d'hydrogène un peu partout. Je me souviens plus le nom exactement de la ville qu'on parlait cette semaine, mais il y a eu jusqu'à 30 % de baisse d'émanation de rejets atmosphériques. Donc, vous savez, tout est là. En conclusion, parce qu'on est rentré dans notre temps. J'ai compris. En conclusion, il faut laisser le pétrole dans le sous-sol, puis il faut plutôt miser sur les changements technologiques et faire en sorte qu'on emprunte la vraie direction des énergies vertes. Je vous invite grandement à le faire. Merci beaucoup. Madame Paul. Monsieur Gélineau, mettons qu'on laisse le pétrole dans le sous-sol, mais qu'on exploite le gaz naturel. C'est parce que de votre propos, j'ai un petit peu de misère à voir. Est-ce que pour vous, le gaz naturel, ça fait partie d'une certaine transition énergétique, entre autres ici sur la Côte-Nord, pour l'industrie qui pourrait s'approvisionner avec ce gaz-là, ou même pas, là? Il faut qu'on fasse comme faire au Québec, puis qu'on aille plutôt vers d'autres. On ne peut pas aller tout vers la biomasse. Là, il n'en restera plus, non, c'est ça. Fait que je vous écoute. Par contre, ce qui est intéressant avec le projet de Ferro-Atlantica, c'est que c'est des biomasses résiduelles. Donc, pour l'instant, on gaspillait ça. Donc, l'efficacité énergétique, c'est une chose extrêmement importante. Je me suis penché sur cette réflexion-là de l'énergie transitionnelle. Si vous me permettez, je vais aller ma bouteille d'eau. Oui, allez. J'ai pris un peu d'hydrogène. Vous savez, on a... parce que, oui, le gaz, on peut parler de gaz naturel, mais on peut parler de gaz liquéfié. Ça peut être l'hydrogène aussi. Vous savez, on a énergie, on a misé sur l'hydroélectricité, on a un excédent d'environ, je pense, c'est 10 terawatts année, annuellement, là, de surplus énergétique. Je trouve ça intéressant, moi, parce que là, on a là un bassin d'énergie propre, ou pas vraiment propre, mais qui est beaucoup plus propre que les énergies fossiles, qui pourraient nous permettre de craquer la molécule d'hydrogène puis d'en faire un gaz qui pourrait être éventuellement utilisé dans l'industrie. Alors, je pense que s'il y a des investissements gouvernementaux à faire, c'est dans ce sens-là, parce qu'on a toutes les infrastructures. Puis même ici, à cette île, on ferait un gain intéressant parce qu'on a des grandes lignes, on a des lignes de 735 kV qui, avec des postes comme le poste Arnaud, qui nous permettraient éventuellement d'installer même les infrastructures peut-être dans la région aussi. Alors, je pense, quand on parle de gaz liquéfié, on n'est pas obligé de s'en aller directement dans le carburant fossile. On peut aussi penser que si on est prêt à mettre des centaines de millions de dollars
pour un projet qui est non viable. Hein? On a déjà dit ça, nous autres, pour le Ménarneau, c'est non viable, personne ne nous croyait. Aujourd'hui, ils sont obligés d'arriver à la même conclusion que nous autres. Alors, si on arrive avec cette proposition-là, de dire, on va prendre cet argent-là, puis on va aider nos fermiers, parce qu'on a 8 millions de porcs au Québec. Il y a plus de porcs que de Québécois au Québec. Donc, si on disait, demain matin, plutôt que de dépendre le lisier un peu partout, contaminer les plans d'eau, et faire en sorte qu'on fait des rejets extrêmement importants au niveau de l'Ayamasca, tout ça, puis ça arrive dans le fleuve Saint-Laurent, puis éventuellement, on se retrouve avec une croissance algale excessive à cause qu'il y a trop de phosphore, puis il y a trop de ci, puis il y a trop de ça. On pourrait peut-être les aider à s'installer des infrastructures qui ne seraient pas nécessairement très chères, parce que méthaniser des lisiers de porc, c'est du méthane naturel qui pourrait éventuellement être récupéré et c'est une ressource. C'est une ressource qui actuellement ne sert qu'à provoquer des gaz à effet de serre. Alors, si on pourrait éventuellement récupérer ce gaz-là puis le liquéfier, ben là, on aura, en plus de ça, on n'aura pas de traitement préalable parce que si c'est dédié pour la grosse industrie, on comprend bien que le traitement est minimal. Donc, je vois là, moi, qu'il y a des solutions à tous les niveaux. Pour se sortir du pétrole, on a tout ce qu'il faut au Québec, puis même plus. Parce qu'on a le bassin hydrique le plus important de la planète. On a développé cette filière-là. On a aussi développé énormément dans l'agriculture. Ça a amené énormément de problèmes. On a là un gisement d'énergie qui, actuellement, ne sert qu'à contaminer le Québec. Alors, je pense que on ferait deux pierres d'un coup. On récupérerait l'énergie, puis en même temps, on réglerait d'importants problèmes environnementaux. Donc, écoutez, l'avenir est là, et devant nous autres. Ça va être à vous autres, éventuellement, de décider comment vous voyez l'avenir pour les enfants de nos enfants. Monsieur Ménard. Monsieur Gélineau, il y a beaucoup d'éléments que vous avez abordés. J'essaie juste de prendre un certain nombre de morceaux. Est-ce que, et peut-être j'ai mal suivi vos propos, est-ce que le gaz naturel demeure, selon vous, quand même, dans les conditions du marché actuel, nonobstant la transition énergétique que vous souhaitez? Est-ce que quand même le gaz naturel demeure une solution, par exemple, à la consommation de mazout lourd actuellement, ce qui est le cas dans la région, comme on a dit abondamment ce soir? Si vous me parlez du gaz naturel provenant du lisier de porc, oui. Oui, on a un gain de 30% énergétiquement et on a une baisse d'émissions d'émanations atmosphériques, notamment de gaz à effet de serre. On sait que le bunker C, c'est pas juste ça, c'est beaucoup de métaux lourds, du mercure, du cadmium, du dioxyde de soufre. C'est effectivement une énergie qui tire à sa fin. Les minières en sont conscientes. Ils ont déjà en ce moment des projets dans les cartons de changer cette forme d'énergie-là. Ça va se faire de toute façon, vous savez. Si vous me dites, est-ce qu'on peut exploiter le gaz naturel au Québec? Moi, je pense pas, parce que là, on s'en va dans les énergies non conventionnelles. Il y a le gisement en boucle qui dit que c'est un gisement de gaz naturel, mais si jamais la demande, parce qu'en ce moment, on ne sait pas du tout, là, ils sont en train de faire des forages d'évaluation. Alors, si la demande dépasse la capacité du puits à donner naturellement son méthane, bien là, on va le stimuler. C'est ce que j'ai su. Alors là, quand on tombe dans la stimulation, là, on tombe dans un autre type de problème. Vous savez, la stimulation, c'est la facturation, et ça, on va rester contre, ça, c'est bien certain. OK. Et très rapidement, vous avez mentionné également que le Québec ne doit pas contribuer à la suroffre de pétrole qu'on observe actuellement sur le marché, mais par ailleurs, dans une des études qui a été produite, le Québec consomme actuellement 300 000 barils de pétrole, grosso modo. On va faire un chiffron par jour. On est un tout petit joueur dans l'équation mondiale, si on peut dire. Et il est montré que, en tout cas, ce que l'étude, à partir d'hypothèses plausibles, a indiqué, c'est que ça pourrait correspondre en période maximale à 9% de la consommation du Québec. 9% de 300 000, on parle de 27 000. Pensez-vous qu'avec 27 000 de production de barils de pétrole par jour, le Québec va vraiment contribuer à alimenter
de manière quelconque la suroffre de pétrole dans Vous savez, sur la planète? si on s'en va, oui, je le pense. Je le pense, c'est déjà trop actuellement. Même le petit peu qu'on va rajouter, c'est déjà trop. Et si on s'en va vers l'exploitation des hydrocarbures, on va investir de l'argent là-dedans. Si on investit de l'argent là-dedans, c'est de l'argent qu'on n'a pas pour investir pour le changement. Et en même temps, en prenant cette direction-là, on accepte le pétrole dans son ensemble. Ça veut dire qu'on ouvre les vannes pour le pétrole de l'Ouest, pour être capable d'installer des infrastructures ici, que ce soit des pipelines ou des trains, pour acheminer ce pétrole-là vers les grands marchés internationaux. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de jouer la game du non-changement. Alors que même si on est un petit pays, si on est capable de donner le ton, si on est capable d'investir, je vous donne un exemple, l'hydrogène qu'on parlait tantôt, souvent l'hydrogène a été décrié parce qu'on disait ça va être fait à partir de pétrole. Mais pas ici. Alors, si on s'en va vers cette direction-là, qu'on se donne un nom, Hydrogène Québec, peut-être que Hydrogène Québec pourrait devenir l'Arabie saoudite de l'Amérique du Nord. Il faut regarder grand, là, mais peut-être qu'un investissement dans ce type d'énergie-là pourrait nous permettre éventuellement de devenir un acteur principal pour desservir le marché nord-américain de l'Est en hydrogène. Vous savez qu'on libère déjà de l'hydrogène d'ici, de Waterloo, je pense, puis on achemine ça à Vancouver pour la flotte d'autobus à Vancouver, parce qu'à Vancouver, ils ont des autobus à l'hydrogène. Alors, on est déjà des producteurs d'hydrogène. Donc, il faut déployer des efforts d'imagination, mais surtout tabler sur les ressources que nous avons investies par le passé. On a tout ce qu'il faut. Et je pense qu'il faut laisser le pétrole dans le sous-sol, puis commencer à penser véritablement vert, plutôt que faire comme M. Couillard fait présentement, s'en aller sur les tribunes internationales, dire que le Québec est vert, puis en même temps, on s'en va vers une direction pétrolière. Alors, je pense que si on s'en va dans la très mauvaise direction, et en plus de ça, on pourrait donner le ton. Même si on est un petit peuple, on pourrait donner l'exemple. Et en ce moment, on est en train de se faire damer le pion, parce que de toute façon, là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on s'en va tous vers ce changement-là. En Europe, il y a déjà Areva qui ont commencé à installer des stations à l'hydrogène pour les véhicules. Et ça se passe un peu partout aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Fait que si on n'emprunte pas maintenant la voie du changement, on va se faire damer le pion et on n'aura plus les ressources tantôt parce qu'on s'en va vers une décroissance. Vous le savez, toutes les ressources à travers la planète diminuent. On s'en va vers une décroissance. Alors, la période dans laquelle nous était imparti de prendre des décisions, actuellement, on dispose encore de ressources. Ce ne sera pas toujours le cas. Alors, si on investit dans le pétrole... En conclusion. C'est ça, la conclusion. Okay. Si on investit dans le pétrole, on va se faire planter. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Donc, j'inviterai Mme Francine Bélanger, s'il vous plaît.